de garde et petite enfance. Et donc, je vous cède la parole. La seule qui n'est pas sur le vrai terrain. Donc, on a dit, on a beaucoup demandé autour de ce débat-là, de cette discussion-là ce soir, d'avoir des gens du terrain. Donc, ne vous inquiétez pas, les gens du terrain me suivent. Et moi, le mandat que je me suis un peu donné, c'est de mettre la table. Donc, je vais mettre la table un peu sur le contexte historique, le contexte socio-politique dans lequel on se trouve aujourd'hui, en rappelant des faits, en rappelant des situations antérieures, mais en rappelant aussi des éléments que peut-être vous connaissez, mais qui nous donnent un peu des arguments quand on veut discuter, quand on veut échanger autour de l'importance des CPE, puis où on s'en va par rapport aux situations actuelles du financement. Donc, vous ne serez pas surprise d'entendre que je ne discuterai pas de financement comme tel, parce que je ne suis pas une économiste, je ne suis pas une spécialiste des coupures et de l'économie, mais je vais vous parler de ce qu'on connaît en recherche sur la petite enfance, sur les services de garde éducative à la petite enfance et particulièrement sur les CPE, parce que c'est vraiment le champ principal de mes recherches au cours des 15 dernières années. Donc, c'est de ça que je vais vous parler rapidement. Alors, la présentation va être très rapide, vous allez voir, ne vous endormirez pas, c'est pas un cours d'université, c'est vraiment des grandes idées pour mettre la table. Donc, oui, mais il y a quand même 19 pages, non? Ah, mais c'est très court, vous allez voir, c'est pas des pages trop académiques. Donc, donc, rapidement, un petit peu, on va essayer de se rappeler pourquoi c'est important d'investir en petite enfance, puis quels sont les bénéfices qui sont associés à l'investissement en petite enfance. Et ensuite, je vais orienter ma présentation vraiment sur les 3 grands aspects qui sont importants quand on parle de bénéfices en petite enfance, c'est-à-dire la qualité, l'universalité et l'accessibilité. Et je vais finir avec une petite réflexion autour des enjeux liés à la privatisation du réseau et une petite conclusion. Donc, très rapide, on peut poursuivre. Alors, vous le savez, depuis même plus de 2 décennies, le Québec s'est doté d'une politique et de plusieurs mesures novatrices en petite enfance qui sont regardées, qui sont observées partout à travers le monde, donc, et qui font office d'exemple pour la petite enfance en général, mais les services éducatifs à la petite enfance en particulier. Donc, en particulier, au Québec, on s'est doté d'une politique familiale que vous connaissez, parce qu'évidemment, ici, ce soir, il n'y a probablement personne qui n'est pas dans le réseau ou plus ou moins associé au réseau des services de garde éducatifs. Donc, la politique familiale, il y a 20 ans, quand elle a été mise en place, ce qu'elle voulait faire, c'est assurer l'équité par le soutien aux familles, par une aide accrue aux gens qui en avaient besoin, faciliter la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles et favoriser le développement de tous les enfants et surtout favoriser l'égalité des chances pour tous en donnant l'occasion aux enfants de fréquenter un service de garde éducatif de qualité. Donc, les mesures qui ont été mises en place dans cette politique familiale-là, il y avait 3 mesures principales. La création du réseau des centres de la petite enfance, qui a été créé en 1997, mais je sais très bien, et vous le savez aussi, parce que je pense que dans la salle, il y a des gens qui étaient là bien avant 1997, qu'il existait un réseau de services de garde sans locatif subventionnés avant ça, et j'en étais, comme beaucoup d'entre vous. La deuxième mesure, c'était l'augmentation du nombre de places pour permettre une accessibilité plus grande aux services de garde éducatifs et l'introduction de la contribution parentale qui était à l'époque le 5 $ par enfant par jour, qui a changé pour le 7 $ par enfant par jour et qui malheureusement a changé encore récemment. Donc, c'est l'état de la situation pour la création. Donc, 18 ans, un peu plus de 18 ans, 19 ans plus tard, où on en est au niveau du réseau des services de garde éducatifs Régie. On sait qu'en 1997, il y avait environ 58 000 places disponibles. En CPE, en 2014, on avait 268 000 places, dont environ 32 % étaient constitués des CPE, environ 34 % des services de garde en milieu familial, 16 % dans les garderies subventionnées et 17 % dans les garderies non subventionnées. Donc, environ 92 % des services qui étaient offerts par le ministère de la Famille en des places à 7 $ par jour. Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce qui a donné lieu à ce réseau-là? Pourquoi on avait décidé de créer ce réseau-là il y a 20 ans? Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui nous motivait à l'époque? Donc, finalement, pourquoi il fallait investir en petite enfance? Donc, ce qu'on sait au niveau de l'investissement en petite enfance, c'est que l'éducation à la petite enfance est généralement associée à de multiples effets et de multiples bénéfices. Donc, d'abord, au plan de la pauvreté des mères et du marché du travail, il y a de nombreuses études qui ont démontré au cours des 20 dernières années que entre l'introduction du réseau des centres de la petite enfance et aujourd'hui à peu près, on a noté une diminution du taux de pauvreté chez les mères, en particulier dans les familles monoparentales. On a noté aussi une augmentation de l'insertion sur le marché du travail de mères d'enfants de moins d'enfants environ de 3 à 5 ans. Et on a noté aussi dans plusieurs études d'économistes reconnus qui publient partout à travers le monde et qui ne sont pas contredites, comme l'équipe de Fortin, Godbout et Cerny, que ces programmes-là sont rentables pour le Québec. C'est-à-dire que lorsqu'on investit 1 $ en éducation à la petite enfance, généralement, ça va rapporter 1,50 $ à peu près. Donc, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas économiste, mais ce sont des choses qui sont dites régulièrement dans le débat depuis quelques années. On sait aussi que l'éducation à la petite enfance, ça a de nombreux bénéfices pour les enfants. Donc, le développement des enfants qui fréquentent des services de garde éducatifs à la petite enfance, et que ça a des bénéfices aussi pour la réduction des inégalités sociales. Donc, faire que les enfants qui partent avec moins de chances dans la vie puissent être compensés par la fréquentation d'un réseau éducatif de qualité. Donc, on a plusieurs études depuis plusieurs années qui sont venues dire les mêmes choses. Lorsque les enfants fréquentent les services de garde éducatifs, c'est associé à un meilleur développement, à une réussite sociale ultérieure, une réussite éducative ultérieure meilleure. On a aussi de nombreuses études partout à travers le monde qui viennent de nous dire que les effets sont plus marqués pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés. C'est-à-dire que c'est eux qui en bénéficient le plus. Et on a même plusieurs personnes en économie très reconnues, comme le lauréat du prix Nobel de l'économie James Heckman, qui le souligne depuis très très longtemps et qui redit toujours la même chose. Investir tôt en petite enfance, ça rapporte beaucoup pour une société à long terme. Malgré tout ça, pour que ces bénéfices-là puissent avoir lieu, on a besoin de certaines conditions qui soient présentes. Donc, ce n'est pas automatique que si un enfant fréquente un service éducatif à la petite enfance pendant cette petite enfance, qu'il va en bénéficier si ces conditions-là ne sont pas présentes. Et ces conditions-là sont les suivantes: la qualité éducative, l'accessibilité et l'universalité. Donc, la qualité éducative, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de variables qui vient nous expliquer qu'est-ce que ça prend dans l'environnement d'un enfant pour que cet environnement-là soit favorable à son développement. Donc, en service de garde éducatif à la petite enfance, quand on parle de qualité, on parle généralement de 2 grandes catégories de facteurs ou de variables. On va aborder les processus, puis on va aborder les structures. Donc, les processus, ça concerne tout ce qui est lié à l'environnement proximal de l'enfant. Donc, l'éducatrice qui est en relation avec l'enfant au quotidien, la qualité des interactions qu'elle établit avec les enfants, le programme éducatif qu'elle est capable de mettre en place avec les enfants pour soutenir leur développement. Tout ce qui concerne aussi les interactions qui s'établissent entre les enfants et qui soutient aussi leur développement. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la qualité des processus. Donc, ce que l'éducatrice et les enfants vivent au quotidien, on parle souvent de l'expérience de vie de l'enfant au quotidien dans son milieu. Alors que les structures, on aborde plutôt des conditions qui vont venir soutenir la qualité des processus, qui vont venir soutenir la qualité des interactions qui sont vécues entre l'éducatrice et les enfants dans son groupe. Donc, très très souvent, dans la recherche du domaine, on va revenir sur les mêmes conditions, qui sont généralement des conditions qui, bon an, mal an, un peu partout à travers le monde, sont des conditions qu'on dit qui sont réglementées. Donc, le ratio éducatrice-enfant, donc on sait que moins il y a d'enfants sous la responsabilité d'une éducatrice, plus c'est associé à une meilleure qualité des interactions, parce qu'elle a plus le temps de s'occuper de chacun des enfants, de répondre aux besoins de chacun des enfants, de bien les connaître, de bien les comprendre. La formation initiale, donc
lorsque les éducatrices sont titulaires d'un diplôme en éducation à la petite enfance spécialisé, donc pas n'importe quel diplôme, un diplôme soit un DEC en technique d'éducation à l'enfance ici, ou un certificat universitaire, ou un bac dans d'autres pays où il y a des bacs, c'est aussi associé à une meilleure qualité des interactions qui s'établit entre l'éducatrice et les enfants. Et finalement, le troisième élément qui est très très souvent cité, c'est ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire des occasions pour le personnel éducatif de continuer à se former aux nouvelles techniques, aux nouvelles connaissances, mais surtout continuer à se questionner sur sa façon de travailler, continuer à se remettre en question, continuer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour s'adapter aux nouvelles réalités auxquelles on est confronté avec les enfants. Donc, je vais peut-être juste revenir en arrière un petit peu. Ces trois éléments-là, qu'on appelle la qualité structurelle ou les structures, on va souvent dire aussi dans la recherche, on appelle ça le triangle de fer, c'est-à-dire le triangle des trois variables qui sont très très importantes pour soutenir la qualité. Donc, on peut dire aussi que les structures, c'est comme les fondements, hein, le solage de la maison, alors que les processus, c'est ce qui se passe dans la maison. Bon, c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Si on passe maintenant à la question de l'universalité, qui est la seconde condition pour pouvoir avoir des effets positifs sur le développement des enfants, bien évidemment, l'universalité, ce qu'on sait au niveau de la recherche sur l'universalité, c'est que c'est dans les services de garde éducative dont le statut est sans but lucratif, comme les CPE, que l'on retrouve les plus hauts niveaux de qualité qui sont favorables au développement des enfants. Donc, au Québec, c'est dans le réseau des services de garde éducatifs sans but lucratif, comme les CPE, qu'on retrouve ça. Et ce qu'on sait, c'est pourquoi la qualité est toujours plus haute dans ces services éducatifs-là. C'est parce qu'ils sont généralement plus abordables, ils sont généralement plus accessibles, ils sont généralement plus faciles à aborder. Et pourquoi? Comment on explique qu'il y a une qualité plus élevée dans ces services-là? Bien, généralement, les enquêtes, les études nous disent que c'est parce qu'il y a des éducatrices qualifiées qui sont en plus grand nombre dans ces services-là, qu'ils ont régulièrement une formation continue qui se poursuit, et que la réglementation ou le financement public ou le soutien à la qualité est plus présent parce qu'il y a un intérêt, il y a une vocation pour la qualité dans ces services de garde éducative. On a aussi la question de la gestion des services de garde sans but lucratif subventionnés qui sont gérés par des conseils d'administration à majorité de parents, qui sont aussi documentés dans la littérature sur la qualité comme étant des éléments importants pour mettre en place, soutenir un service de garde éducatif de qualité. Ici, vous avez, j'ai rajouté ça rapidement aujourd'hui, une autre illustration de comment ça se passe au niveau de la qualité dans les différents modes de garde. Donc, si on compare à partir des résultats de l'enquête Grandir en qualité 2014 qui sont sortis en décembre dernier, on n'a même pas besoin de rien dire. On regarde les deux figures puis on voit que la distribution de la qualité, elle est complètement différente lorsqu'on compare des garderies commerciales, à vocation lucrative, avec les centres de la petite enfance. Donc, chez les coupons, les proportions d'enfants qui se retrouvent dans des services de garde de bonne ou d'excellente qualité sont complètement inversées. Ici, c'est vert. Donc ici, ça va bien. Ici, c'est rouge. Donc les proportions sont complètement inversées. Donc on voit très bien que la qualité, elle est présente dans les centres de la petite enfance, en très grande proportion pour les coupons en particulier. Si on passe à l'acétate suivante, on voit que dans les groupes qu'on dit préscolaires ou les groupes de 18 mois à 5 ans, mais c'est à peu près les mêmes choses. La qualité en CPE, il y a une très grande proportion des enfants, 45% des enfants sont susceptibles de se retrouver dans des services de garde dont le niveau de qualité est bonne ou excellente, comparativement à 36% dans les garderies qui sont susceptibles de se retrouver dans des services de garde dont le niveau de qualité est insatisfaisant. Ce insatisfaisant-là, c'est très faible. C'est des éléments de la réglementation, de la santé, de la sécurité des enfants qui ne sont pas présents, qui ne sont pas respectés. Donc, une image vaut 1000 mots, ça parle encore une fois.
On peut continuer à se demander aussi pourquoi les services de garde sont associés, en CPE, sont associés à des effets positifs. Je l'ai mentionné tantôt. Les enquêtes sur la qualité le démontrent. Les proportions d'enfants qui fréquentent des services de garde de qualité élevée sont complètement différentes et sont complètement inversées en CPE, en service de garde à but lucratif. Mais on sait aussi que les services de garde en CPE donnent aussi une protection unique et importante pour les enfants qui viennent de milieux vulnérables. Je cite ici l'enquête de l'EMET, l'étude montréalaise sur l'éducation préscolaire qui a été réalisée en 2012 à partir d'un échantillon d'enfants défavorisés de Montréal, où on a relevé que lorsque les enfants avaient fréquenté un CPE dans leur parcours préscolaire, ils étaient 3,5 fois moins susceptibles de présenter un problème de développement que les enfants qui n'avaient pas fréquenté un CPE. Et là, on parle d'enfants qui viennent de populations vulnérables. Donc, cette étude-là nous démontrait pour la toute première fois au Québec, de manière assez évidente, l'an dernier, que pour les enfants qui viennent de milieux plus défavorisés ou à défi, ben, le fait de fréquenter un service de garde, ça peut être pour les protéger, pour les aider dans leur développement. Les enfants qui fréquentent un CPE et qui ont des difficultés aussi, ce qu'on sait, c'est que ça augmente leur chance de bénéficier de services. Qu'il y a dans les CPE une plus grande proportion d'enfants qui bénéficient d'ententes de collaboration avec les CSSS, qui ne s'appellent plus comme ça. Mais j'ai perdu le fil, je ne sais pas. Isabelle pourra nous le dire tantôt. C'est très long. Donc, on sait qu'il y a une très grande proportion d'enfants qui ont ces ententes-là quand ils sont en CPE, alors que c'est très, très, très faible lorsqu'ils sont en garde. Mais plus encore, on sait que les CPE sont grandement appréciés par la population. Les familles réclament d'avoir des services en CPE. Ils ont aussi des liens avec leur communauté avoisinante qui sont plus forts, qui sont plus établis. La mobilisation récente l'a aussi bien démontré. Les CPE sont aussi les seuls à offrir des services de garde éducatifs dans les régions éloignées. Et ça, c'est un service essentiel pour les communautés. Et les CPE forment aussi un réseau qui est mieux organisé, qui est plus novateur, qui est plus à même de proposer des situations, mais avoir des plans de développement de la qualité pour soutenir davantage le développement des enfants, puis soutenir davantage les parents et les familles dans les communautés. Si on poursuit, malgré tout ça, si l'accessibilité n'est pas présente, donc si les services ne sont pas accessibles, ne peuvent pas être soit atteints par les familles qui en ont besoin ou développés de façon appropriée dans le réseau, bien, ça ne sera pas possible d'observer ces effets-là. Donc, il faut que les enfants aient des places. Il faut que les enfants aient des places en CPE, pas des places en service de garde ou en garderie subventionnée. Donc, actuellement, on sait que l'accès est en train de changer. On sait que il y a une inégalité d'accès qui semble être encore de plus en plus importante avec l'implantation de la modulation des tarifs. C'est-à-dire que là, les parents semblent s'en aller plus facilement vers le réseau des services de garde lucratifs parce que ça leur revient moins cher de recevoir le retour d'impôt que de payer à chaque semaine. Et malheureusement, pour l'instant, quand on regarde ce problème-là ou cette problématique-là, la seule solution qui nous vient, c'est qu'il faut reprendre le développement des places en CPE. Mais pour faire ça, il faut bien avoir des bons arguments, il faut avoir des arguments solides, il faut bien démontrer, il faut bien expliquer en quoi ces services de garde-là sont supérieurs pour le développement des enfants. Donc, évidemment, nous, comme équipe de recherche qui s'intéressons à la qualité, au développement des enfants, ce qu'on recommande depuis le début de toutes ces démarches-là, c'est de reprendre le développement d'offres et de places universelles et gratuites dans les CPE. Petite embardée du côté des enjeux autour de la privatisation. J'ai commencé à en parler un petit peu. Quand on parle de l'accessibilité, l'équité, la qualité, puis qu'on aborde la question de la privatisation, ce qu'on se rend compte, c'est qu'actuellement, depuis en fait
au moins 2009, de façon assez franche, le gouvernement développe, a créé de manière systématique des places en garderie subventionnées et non subventionnées. Donc, ce qu'on remarque quand on regarde l'évolution des places, au niveau des 40 000 places qui ont été créées en 2009 et 2014, c'est que 71% de ces places-là ont été créées dans les garderies commerciales. Alors que, comme on a vu tantôt, dans l'autre acétate, la qualité dans ces services-là, elle est franchement plus faible qu'ailleurs. Donc, les réflexions qui peuvent s'amorcer autour de ce qu'on appelle les enjeux liés à la commercialisation sont nombreuses, mais il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça au fil des années. Il y a un groupe de chercheurs qui a comparé et qui a publié l'année passée une étude où il comparait comment ça se passait au niveau des politiques familiales, puis surtout au niveau de l'accessibilité et la qualité dans les services de garde, dans 9 pays industrialisés. Ils sont arrivés à certaines réflexions. D'abord, de se demander, est-ce qu'il est éthique de réaliser des profits avec l'éducation à la petite enfance? Donc, quand on parle de commercialisation, on parle de profit. Donc, les chercheurs qui réfléchissent à ça disent que non, ce n'est pas éthique de réaliser des profits au détriment des familles les plus vulnérables et au détriment des plus petits. On peut aussi se demander si les parents sont aptes, pas dans le sens qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'occasion de faire un choix libre et éclairé pour la garde de leurs enfants dans un libre marché de services de garde éducatif à l'enfance? Donc, parce que quand on a un réseau comme ce qui est en train de devenir ici, on parle d'un libre marché. Donc, on valorise le libre marché, on se dit la concurrence va jouer, et si la concurrence joue, ben normalement, la qualité devrait être au rendez-vous. Mais ce qu'on sait par rapport à ces aspects-là, c'est que la concurrence et le libre marché, ça ne fonctionne pas dans le domaine de l'éducation à la petite enfance. C'est-à-dire que les parents ne vont pas nécessairement être capables de choisir de manière libre et éclairée d'aller dans un réseau de qualité, pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, mais parce que leur premier intérêt, c'est souvent l'économie. Donc, ils veulent trouver un service qui leur coûte le moins cher possible. Donc, malheureusement, et souvent les parents qui en ont le plus besoin, c'est leur premier facteur de choix d'un service de garde éducatif. Donc, le paradigme du libre marché, ça ne fonctionne pas quand on est dans le domaine de la petite enfance. L'autre question qu'on peut se demander par rapport à la commercialisation des services de garde éducatifs, c'est est-ce qu'un réseau commercial va donner lieu à une accessibilité réellement accrue pour les familles? Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la commercialisation, ça ne mène pas généralement à une accessibilité ou à un accès équitable des services de garde de qualité, notamment pour les familles les plus vulnérables, parce que lorsque les familles choisissent en fonction d'un libre marché, mais ils s'en vont dans le réseau privé, et le réseau privé est de plus faible qualité. Donc, encore une fois, l'accessibilité est déficiente, et surtout l'accessibilité à des services de garde éducatifs de qualité. Et finalement, la dernière question qu'on peut évoquer quand on pense à un réseau de services de garde éducatifs comme ce qu'on est en train de créer au Québec, c'est est-ce que finalement le gouvernement ne considère pas plutôt que les services de garde éducatifs à la petite enfance sont un luxe? C'est que c'est, dans le fond, pas vraiment nécessaire pour les jeunes enfants d'avoir accès à un réseau d'éducation équitable et de qualité. Donc, c'est un luxe. Alors, si c'est un luxe, ben, ça va être juste ceux qui ont les moyens de se le payer qui vont pouvoir se le payer. Pourtant, partout à travers le monde, l'OCDE, l'UNESCO, l'UNICEF prônent, des organismes internationaux reconnus prônent l'éducation à la petite enfance comme un service éducatif essentiel, comme un droit pour l'enfant dès sa naissance. Donc, on est ici dans des enjeux très importants au niveau des droits des enfants aussi. Alors, en terminant, ça va vous laisser plein de réflexions pour échanger, pour que mes collègues puissent continuer à discuter. Dans le fond, quand on parle des enjeux auxquels on est confronté actuellement, ce qu'on sait dans la littérature, dans les recherches, dans ce qui a été publié ici, mais au Canada puis partout dans le monde, c'est que les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à des services de qualité, c'est un financement public d'un
un réseau universel de services de garde éducatifs de qualité. Autrement, qu'est-ce qui se passe dans les pays qui ne font pas ça? On a deux conséquences qu'on peut observer. Un repli de la place des femmes dans certains secteurs socio-économiques, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont demeurer à la maison, qui vont moins être sur le marché du travail. Puis un repli aussi de la place des femmes qui sont sur le marché du travail dans des emplois d'éducation à la petite enfance, c'est-à-dire perte de valeur au niveau pour la profession, le diplôme, le travail d'éducatrice à la petite enfance. Et souvent, ça va s'accompagner d'une confiance plus grande dans l'industrie commerciale des services de garde qui est dépendante du pouvoir d'achat des parents. Donc, les gens vont penser que puisque le gouvernement l'offre, ça doit être bon, parce que c'est régi par le gouvernement. Alors que ce n'est pas le cas parce qu'on sait très bien que la qualité, elle est présente uniquement dans les services de garde éducatifs qui sont dits sans but lucratif. Donc, heureusement, ici, on a encore les CPE, je vais vous laisser sur une note positive, qui sont de qualité, on l'a vu, les résultats le démontrent, sont de qualité, sont à vocation non commerciale, qui sont associés à des progrès sociaux, économiques, liés à la politique familiale, mais aussi liés à tout le travail de terrain qui a été fait dans les CPE au cours des 20 dernières années, mais je dirais aussi 30, 40 dernières années, parce qu'en 80, il y avait déjà des services de garde éducatifs. Donc, le débat actuel, quand on essaie de discuter avec le gouvernement libéral actuel, qui est très idéologique, c'est ça masque vraiment les vrais enjeux qui sont associés à l'importance d'un réseau de services de garde éducatifs tel que les CPE. Parce que ce qu'on souhaite, c'est l'égalité des chances, la réussite scolaire et la réduction des inégalités sociales pour tous les enfants au Québec. Bon, je serais curieux de savoir combien de gens ici sont ou des parents, ou des employés carrément de CPE, ou des gens très près du milieu, ou encore des marxistes féministes avec leur carte du Parti communiste en poche. Tu peux rester, c'est correct. Si vous n'avez pas vos cartes, j'entends aussi. Mais j'ai l'impression qu'on milite beaucoup entre nous. C'est mon constat en fait. Puis c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais j'ai pris la résolution, moi personnellement, cette année, d'essayer d'expliquer à n'importe quelle belle-sœur, beau-frère qui ne connaît pas notre milieu, parce qu'il y a seulement 30% des enfants qui ont des places en CPE. C'est pas tout le monde qui a des enfants, c'est pas tout le monde qui est convaincu. Et même si on est tous du beau monde entre nous autres, et que de s'outiller pour aller convaincre d'autres gens après, c'est intéressant. Mais si on veut avoir un poids, il faut être capable de convaincre le gouvernement puis leur faire peur, peut-être pour perdre éventuellement des votes, des comtés. On n'est pas là. Quand on fait une manifestation où est-ce que tout le réseau est là, toutes les éducatrices de Montréal, du Québec sont là, ça fait à peu près 20 000 personnes pour les optimistes au parc Émilie-Gamelin. C'est pas tout à fait ça. Il manque du monde encore et donc ça fait 2 semaines que je me suis dit que j'allais m'ouvrir la trappe et voyez-vous, ça fonctionne. Je suis déjà en train de parler à plus de monde que j'étais il y a 2 semaines. Ok, je suis directeur d'un CPE maintenant, directeur d'installation, donc une directrice générale au-dessus de moi. La moitié de la salle vient du CPE Biscuit. Allô? Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que même si les réseaux existaient avant les années 90, moi je suis arrivé en 96 au CPE Biscuit, alors que c'était job-in travailler en CPE à mes yeux. Il y avait des gens qui avaient déjà allumé avant moi, pas moi. Je n'étais pas formé là-dedans, j'étais biologiste. Je n'ai pas écrit du tout que je travaillerais en CPE. J'ai visité le CPE et j'ai fini par regarder une sieste dans un groupe double. Ça s'est très mal passé. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu, moi, le milieu changer à travers le CPE Biscuit. Le CPE Biscuit, c'est un CPE de 49 places à Saint-Henri, donc quartier défavorisé, mais pas en ruine. Donc c'est un quartier où il y a un peu de tout. Et puis, de 96 à 2016, il s'est passé pas mal d'affaires. Je pense que l'histoire du CPE Biscuit, c'est un peu l'histoire du réseau. Je me répète, mais avant 96, il y a des CPE qui étaient déjà, pas des CPE, mais des garderies, qui étaient déjà pas mal plus allumées que nous, on pouvait l'être. Mais l'histoire du CPE, c'est celle-là. Donc en 96, je rentre là, temps partiel. Vous allez voir, c'est touchant comme histoire. En 97, on devient un CPE. Et pour nous, ça veut rien dire, c'est des niaiseries gouvernementales. Et puis, c'est comme ça.
Le CPE continue à avoir 49 places. La qualité reste, pour vous donner une idée, aucune éducatrice de l'époque ne mettait ses propres enfants au CPE. Dans l'équation sur l'importance de l'impact que les CPE peuvent avoir, la qualité du service est un des éléments. On avait des places. On ouvrait, puis on avait des places en service de garde, mais la qualité n'était pas là. Il y avait des gens compétents, il y avait des gens motivés, mais beaucoup plus de choses communautaires. Les gens pouvaient avoir une impulsion et faire un programme extraordinaire sur le site qui pouvait durer deux mois. Les parents embarquaient là-dedans, ça pouvait être fantastique, mais la semaine d'après, il peut arriver une catastrophe, il y a un enfant qui se perd dans un parc, parce que les processus n'étaient pas là. Mais tranquillement, une éducatrice formée à la fois, moi-même, je suis allé me former par après, parce que je n'avais pas de diplôme. J'ai découvert, en fait, moi-même, que c'était un métier, en fait. C'était pas une job-in, c'était quelque chose de sérieux. Puis c'est en rencontrant des gens, moi, je me trouvais bien bon. En fait, c'est ce qui est comique dans l'histoire. Au moment où j'étais sans doute le plus mauvais éducateur, je me trouvais vraiment bon. J'étais inquiétant. Et j'ai rencontré des gens pas mal plus compétents que moi, plus allumés, dont quelques-uns sont ici aujourd'hui. Et j'ai réalisé que c'était une vraie job. Et tranquillement, on a eu le mandat au CPE Biscuit comme les autres de développer un milieu familial, c'est-à-dire d'aller dans le quartier, de trouver des éducatrices qui étaient au noir dans leur maison ou qui n'avaient pas encore de service de garde et qui voulaient partir quelque chose, mais associé à un CPE. Donc, à ce moment-là, il y a un embryon de soutien pédagogique qui est arrivé au CPE Biscuit. Cette personne-là s'occupait un peu de notre équipe d'éducatrices, de 7-8 éducatrices, et éducateurs aussi, et aussi des milieux de garde. Il n'y en avait pas beaucoup, des milieux en milieu familial, il y avait quelques places. On s'est développé de plus en plus de places comme ça, mais éventuellement, la direction du CPE a changé. C'était un peu inévitable dans un processus vers la qualité. C'est normal ce qui s'est passé au CPE Biscuit. Ça s'est passé à beaucoup d'autres endroits. Il y a beaucoup d'éducatrices qui sont devenues directrices puis qui étaient des bonnes éducatrices, qui n'étaient peut-être pas à leur place comme direction. Dans ce cas-ci, c'est peut-être ce qui est arrivé, mais bref, ça a été un élément déclencheur pour tout le reste de ce que je vais vous raconter. On a perdu nos places éventuellement en milieu familial, ils ont été regroupés dans des bureaux coordonnateurs. Et à ce moment-là, le peu de soutien pédagogique qu'on avait, il restait quelques heures semaine. Puis c'est juste parce que tout le monde était ultra motivé qu'on a réussi à garder pour un petit CPE 49 places quelqu'un qui était là pour répondre à nos questions d'éducateurs, faire le suivi avec le CNSC, pour les familles qui avaient besoin d'aide en particulier. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que tranquillement, à force de discuter en équipe, tranquillement, même s'il n'y avait rien de systématique dans le soutien pédagogique, il y avait quand même un embryon de développement de la qualité. Et en 2008, on a fait l'application pour avoir des nouvelles places qui ouvrir une deuxième installation et on a eu 60 nouvelles places. Je vous épargne l'histoire, mais on a eu les places en 2008. La deuxième installation a ouvert en 2013. Donc, je vous épargne un peu ce que ça pourrait être d'ouvrir un CPE à Montréal, acheter un terrain et tout. La direction générale, la direction de l'époque a fait rouler un CPE comme elle le faisait depuis tout le temps, tout en développant en même temps une autre installation. Alors, je peux vous dire, c'était pas du 40 heures par semaine qui s'est fait à ce moment-là. Si ma directrice était là, je lui rendrais hommage aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Mais son excellente équipe est là, par exemple. Fait qu'on a ouvert une deuxième installation en 2013. Et là, s'est installé, pour moi, la pierre angulaire d'une vraie qualité. En tout cas, c'est notre histoire à nous. Une directrice générale qui s'occupait des finances, de talonner les budgets, de s'assurer qu'on balance. Le CPE Biscuit n'a jamais été déficitaire. Et dans chaque installation, un directeur ou une directrice qui était là pour répondre aux parents, aux éducatrices, bref, faire un vrai soutien pédagogique organisé avec systématiquement des heures de pédagogie remplacées. Pour nous, c'était totalement nouveau en 2013. Et depuis ce temps-là, on a embauché 16 nouvelles éducatrices pour la deuxième installation. Les deux installations se sont mélangées. Ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que le petit Koun qui travaillait à Biscuit en 96 et qui pensait que c'était une job-in, il a eu la chance, lui, de devenir directeur d'installation à ce moment-là. Si vous me suivez bien, ça c'est moi. J'ai été éducateur à un certain temps. Je suis allé me former par la suite. Je suis devenu formateur. Là, je vois plein de faces que j'ai vues à gauche, à droite, parce que je donne des formations sur le programme éducatif au nom du regroupement du CPE. J'ai vu plein d'équipes, j'en ai vu des vraiment bonnes, des équipes solides, où je m'attendais des fois avec une formation à donner un grand coup avec mes questions, de déstabiliser les équipes. Dans certaines situations, j'avais l'air d'un épais parce que l'équipe était déjà rendue plus loin.
Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller voir ces directions-là quand j'ai su que je deviendrais directeur d'installation. D'aller voir un de ces milieux-là pour dire à la directrice, est-ce qu'on pourrait prendre un café? J'étais formateur, je suis encore formateur, mais j'aimerais vraiment ça de poser des questions. C'était le repère des mousses, je pense que c'était Anjou, ou en tout cas Saint-Léonard, et j'ai demandé... Rosemont? Rosemont, mais près de la... Bref, je suis allé voir Linda, et Linda m'a gentiment répondu que selon elle, le plus important, puis ça rejoint ce que Nathalie a dit tantôt, ou Madame Mira. Non, Nathalie. C'est un réflexe de Saint-Henri peut-être de tutoyer tout le monde. Elle m'a dit que le plus important, c'était d'avoir du temps en équipe pour réfléchir. Et ça avait bien du bon sens. Puis quand j'ai vu son équipe en action, c'était évident. Et je me suis dit, Boswell, c'est ça que je vais essayer de faire. Et puis moi, je suis chanceux, j'arrive au moment où il y a vraiment un budget alloué au soutien pédagogique. Et depuis 2013, ben, je vois l'équipe dans laquelle j'étais éducateur et maintenant pour laquelle je suis directeur d'installation. Puis c'est un élément à la fois que je constate que la qualité était déjà présente, mais on devient un CPE beaucoup plus solide. Et puis, dans lequel, ben, personnellement, j'ai mis mes 2 enfants. Donc, 20 ans plus tard, mes 2 enfants sont passés dans le CPE Biscuit, quel bel bout. Et puis, j'ai pu voir à quel point que passer d'un CPE comme le nôtre à la maternelle, ça a été comme un pas naturel. Les profs de maternelle m'ont dit que la marche était des fois plus longue à l'intérieur de l'école entre la maternelle et la première année. Parce qu'ils ne se parlent pas entre eux autres. Mais dans le sud-ouest, on a un phénomène merveilleux avec certains organismes comme le Cassiopée qui ont favorisé les liens entre les écoles primaires, les profs de maternelle, puis les éducatrices, les directeurs de CPE, les travailleurs sociaux. Bref, on se connaît tous maintenant. Fait que je rencontre des profs qui nous parlent de, ben oui, on le sait, ceux qui viennent de Biscuit, ils sont prêts. Et donc, en fait, c'est l'histoire en 20 ans d'un CPE qui s'est tranquillement amélioré, une brique à la fois. Et là, je dois me laisser aller à un peu de poésie. Parce qu'en fait, j'aimerais comparer les services qu'on peut offrir dans un CPE, dans un service de garde public, à un feu. Un feu qui réchaufferait un espace autour de lui. La chaleur du feu étant l'impact positif du milieu de garde sur les enfants, sur les familles. Le CPE Biscuit en 1996 était un feu, mais un genre de feu de camp un peu tout croche, dans lequel on peut pitcher un sapin et avoir une flamme de 15 pieds, mais après ça, aller chercher une vieille pitoune mouillée dans le fleuve, la mettre dedans et se faire boucan pendant des heures. Bref, il y avait un potentiel, il y avait de la chaleur, mais c'était pas régulier. Chaque élément de la qualité, le soutien pédagogique, des éducatrices formées, une équipe qui a le temps de réfléchir sur sa pratique, pour moi, c'est comme des pierres qu'on met autour du feu pour essayer de contrôler la flamme, mais c'est pas juste ça. C'est la qualité du bois aussi qu'on met dans le feu pour générer de plus en plus de chaleur. Puis à un moment donné, on se dit pourquoi qu'on ne rentrerait pas le feu dans la maison pour avoir chaud à l'année. Et là, ça commence à être compliqué. Il faut s'organiser une cheminée, des trappes d'air. Ça prend quelqu'un pour gérer la flamme. C'est là qu'on est rendu. J'ai l'impression qu'on a, je parle du CPE Biscuit, mais je pourrais parler du réseau aussi au complet. On est rendu avec un feu qui dégage de la chaleur et qui influence la zone autour. Dans notre cas, c'est Saint-Henri. Évidemment, on ne changera pas Saint-Henri, mais on a une influence sur les familles, on rayonne, on n'a pas fini de s'améliorer. On commence là à avoir du bon sens et à être structuré. Sauf que ce que le gouvernement nous propose maintenant, c'est une logique un peu comptable. En voulant dire, on va calculer combien ça vous coûte de bois. Et ça va être ça notre facteur déterminant. Baissez-moi ce que vous investissez en bois, ça coûte bien trop cher pour vous chauffer. Mais suivez-vous avec mon affaire de feu ou c'est complètement space? Il fait chaud, c'est imagine la qualité du service. Donc, si on veut juste calculer le prix du bois qu'on met dans le feu, on va couper dans le bois, on va arrêter d'entretenir la cheminée. Elle est là, la cheminée, elle marche bien. Voyons donc, il y a des feux là-bas qui roulent, ça nous coûte 6 piastres de bois par jour, nous autres, ça nous coûte, je sais pas, 18 piastres, qu'est-ce qui se passe? Vous coûtez donc bien cher. Logique un peu comptable, idiote. Ben, un CPE structuré avec une bonne structure, continuer à mettre du bois de mauvaise qualité dedans, il va peut-être chauffer un certain temps. Donc, si jamais les coupes ont lieu, comme elles devraient avoir lieu, surtout l'année prochaine, il y a des CPE qui ne vont pas s'effondrer maintenant parce qu'il y a de la réserve de bois, parce que la cheminée a été entretenue pendant un certain temps. Mais attendez un peu.
Quand le bois de mauvaise qualité va commencer à rentrer, quand la brique va commencer à s'effondrer, la cheminée sera plus propre, qu'est-ce qui va arriver? Ça va boucaner en dedans, on va geler. Puis pour la société, et ça c'est la dernière métaphore que je vous laisse la macérer, si on ne gère pas notre cheminée comme du monde, puis qu'on se croise les doigts en mettant n'importe quoi pour espérer que ça chauffe, on va se réveiller demain et on va prendre une frette, les tuyaux vont peut-être péter. Si les tuyaux pètent, ça va prendre du temps pour faire le ménage. C'est ça aux autres en PowerPoint ou en Prezi. Mais je vais quand même profiter du moment pour vous entretenir sur la situation qu'on vit présentement dans notre magnifique réseau. Moi, malgré mon âge, ça fait seulement 5 mois que je suis arrivé dans le réseau. Alors, si je dis des snipsies ce soir, lancez-moi des tomates, il n'y a aucun problème, je suis habitué. Ils sont trop chers, les Ils tomates. sont chers, mais et c'est des brocolis. Non. Mais c'est ça, moi, écoutez, j'étais dans un autre milieu, j'ai travaillé dans plusieurs milieux, puis à un moment donné, ils cherchaient quelqu'un pour le regroupement de Montréal, puis c'est ça, ils sont venus me faire une offre. Moi, j'étais comme à 10 ans de ma retraite, je me disais, je vais aller tranquillement vers, de la petite enfance, ça va être le fun, ça va être relax, c'est pas le milieu. Et la semaine dernière, quand le gouvernement a signé l'entente, ma photo sortait sur notre aile épingle de lait, parce que j'étais Missing in Action, comme ils disent en anglais, fait que ma famille ne m'avait pas vu depuis quelques semaines. Et là, c'est ça, j'ai rentré au bercail, cerné comme ça, parce qu'on travaille depuis, je vous dirais, plusieurs semaines de très longues heures, et les week-ends également, et les soirs, et ça n'arrête jamais, parce qu'on essaie de sauver notre réseau. C'est ce qu'on essaie de faire présentement. Puis pourquoi, je vais vous expliquer un peu. C'est comme vous le savez peut-être, depuis 2006, on a perdu en financement au-delà de 400 millions, 406 millions pour être plus exact. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le gouvernement a changé aussi nos règles de fonctionnement. Hein? Il nous a demandé si on voulait louer nos cuisines la fin de semaine. Ben, il dit, peu importe ce que vous faites, c'est 5 000 pas plus. Il est venu chercher nos surplus, hein? Donc là, puis capable de garder nos surplus. Fait que si on veut redévelopper des CPE, de toute façon, là, on ne peut plus en faire. Il faudrait être locataire à Montréal, parce que ça coûte tellement cher, donc on ne peut pas, malheureusement, s'acheter un local ou en faire bâtir un, parce que c'est 1,2, 1,5 million un projet à Montréal. C'est ce que ça coûte présentement. Donc, ils ont changé toutes ces règles du jeu-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous, mesdames? C'est que présentement, nos coupures qui s'en viennent, parce qu'on est sur le respirateur artificiel pendant une année, mais même cette année, il y a des gens qui ne feront pas leur frais dans la salle ici. Et il y en a d'autres qui vont perdre leur emploi probablement. Parce qu'on a calculé qu'à Montréal seulement, avec les 120 millions qui s'en venaient, c'était 900 postes dans nos CPE. L'équivalent de 900 postes. L'équivalent de 2000 à 2500 postes au Québec. Principalement des femmes. Parce que les femmes, c'est 98% du réseau à peu près présentement. Mais si on essaie de faire passer ça dans les médias traditionnels, et ça accroche pas. On représente 2, quelques milliards dans le budget du gouvernement, alors qu'il vient de donner 1, quelques milliards à Bombardier. On essaie de comprendre la logique derrière tout ça. On essaie de dire, écoutez, s'il y avait une usine qui fermait, là, puis il y en a plein qui ferment, puis le gouvernement veut de la richesse pour le Québec, ils sortiraient dans les rues, même la ville de Montréal ne veut pas se mobiliser pour nous. Puis on leur dit, sur Montréal, c'est 900 emplois de femmes qui vont s'en aller. Puis les femmes vont aller travailler où? Hein, c'est des experts de la petite enfance. Ils vont aller travailler où? Justement dans le secteur privé, commercial, non subventionné, où la qualité est moins intéressante, les salaires sont moins intéressants. Alors c'est ça, on est confronté à tout ça. On va où avec tout ça présentement? On ne sait pas. Parce que là, on a une entente qui nous dit, ben là, regardez, là, on vous a donné 41 millions qui appelle une mesure transitoire. C'est quoi une mesure transitoire? C'est de vous dire, écoutez, rentrez au bercail, parce que je peux vous dire que le gouvernement est un peu plus ébranlé qu'on le pensait. Ça se parlait beaucoup. On a fait beaucoup de visites, nous, avec des ministres et des députés du parti, puis on continue à le faire. Et je dois vous dire qu'à Québec, ça se parlait énormément. Tout le monde. Je dois vous dire qu'il y a des gens dans le Parti libéral qui étaient contre M. Couillard. Mais il n'avait pas le droit de le dire. Vous comprenez? Alors là, il y avait comme cette pression-là. Puis là, le Conseil du Trésor devait absolument sortir, évidemment, son budget. Alors c'est pour ça que rapidement, on a dit à M. Proulx, assis-toi avec les CPE, puis trouve une entente rapidement. On ne sait pas c'est quoi qu'il y avait dans sa mallette. Mais ça a monté de 20 millions tranquillement. Ils ont négocié toute la fin de semaine. On est monté à 30 millions, puis on a fini à 41. On aurait peut-être été capable d'en chercher plus. Peut-être qu'on aurait eu moins. Bref, on est arrivé là. On ne saura jamais c'est quoi le fond de l'histoire. Mais on est arrivé à 41 millions de mesures transitoires. Ça nous donne quoi, ça, ce 41 millions-là? Ça nous donne juste le temps de continuer notre mobilisation. Parce que cette semaine, on rencontrait des gens, des directions à Montréal, et là, les gens, évidemment, étaient démotivés. Moi, ce que je disais aux gens, c'est ne faut pas être démotivé. Il
il faut pas, je veux dire, on a gagné une première manche, on a gagné quand même une année de répit, on va pouvoir travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut maintenant travailler sur la qualité, justement, la valorisation du travail qu'on fait dans nos CPE. Et après ça, regarder ensemble comment on peut faire ensemble le CPE du futur. Peut-être que ça ne fera pas au CPE qu'on est aujourd'hui. Si on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion qu'il faut peut-être en fusionner quelques-uns au Québec, ce sera peut-être une option. On ne peut pas arriver là. S'il faut enfermer quelques-uns, peut-être qu'on n'aura pas le choix. On va peut-être arriver là aussi. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais qu'on commence à, quand on va retourner dans nos milieux, surtout qu'on travaille pas mal plus dans le même milieu, c'est de voir comment on peut faire en sorte pour bâtir ensemble le CPE du futur. Alors, le CPE du futur, ça peut être bien des choses. En jasant avec bien des gens dans les dernières semaines, je me suis aperçu que peut-être qu'en cuisine, on ne voudra peut-être pas perdre notre cuisinière ou notre cuisinier. Mais par contre, à 19-20 heures par semaine, on peut-tu nourrir 60 enfants convenablement? La réponse est non. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une cuisine communautaire qui pourrait desservir 3-4 CPE d'un quartier? Je vous lance la question. C'est là où on n'aura pas le choix de se poser des questions et d'essayer de trouver des solutions. En vouloir sauver tout, je vous garantis que si le gouvernement continue comme il est sur sa lancée, ça va être très difficile. Puis d'autre côté, si on décide ensemble de mettre l'épaule à la roue, peut-être qu'on pourra arriver avec des solutions qui ne sont peut-être pas les meilleures solutions, mais qui permettront peut-être de sauver le moins d'emplois possible et de maintenir cette qualité-là. Parce que le gouvernement, ce qu'il veut faire, en fait, c'est privatiser. Mais il ne le dit pas ouvertement. Alors, il est en train de privatiser. Vous avez vu ça? Alors, on privatise. Depuis plusieurs années, vous le voyez venir. Alors, je pense qu'il va continuer, puis jusqu'au moment où il va mettre le réseau à terre, si on se laisse faire, puis on l'attend comme une cible, on est une cible facile, hein? Parce que, comme tu as dit, je veux dire, ça prend plus que quelques milliers de personnes dans un parc la fin de semaine. On ne laisse-le pas faire? Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas le laisser faire? Je pense qu'il faut être une cible qui bouge un peu plus. Il faut être innovateur dans notre approche. Il faut amener des nouvelles idées à la table. Il faut lancer des défis à ce gouvernement-là. Il faut lui demander d'assouplir peut-être ses règlements face à nos installations. Lui demander de nous donner des coups d'épargne pour qu'on puisse justement sortir toute notre innovation, notre créativité pour essayer de bâtir ce CPE-là qui doit continuer évidemment pour les familles du Québec. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis un responsable en alimentation. Mais entre nous autres, je suis un cuisinier. Okay? Je faisais 40 heures. Je fais plus 40 heures, je fais 37,5. Je suis bon dans ce que je fais. Attention, non, je suis bon dans ce que je fais. Je peux me débrouiller. C'est une partie de mon travail que j'aime. Okay? Dans le temps d'Halloween, j'avais 5-6 sortes de courges. J'avais 5-6 sortes de courges. Je vais m'asseoir avec le groupe des grands. Les deux groupes. Je me suis arrangé mon groupe tout à fait que les autres groupes. Grand chef, on n'en parle pas bien. On aimerait ça t'entendre mieux. Donc, je vais parler plus fort. Les bananes qui les arrangent. J'aime ça. Faire des activités avec mes enfants. Je suis prêt. Si c'est une cuisine communautaire, je vais arrêter de triper, à moins que j'aille travailler au zoo de Saint-Félicien. Ou chez Bombardier. Vous savez c'est quoi les coupeurs de cuisine? Vous le savez. Okay? Là, j'avais rien préparé, sauf sa vieille Nadia qui m'a passé là. Avant les coupeurs, c'était ça, par enfant. Maintenant, c'est des clémentines. OK? Avant le coupeur, c'était ça. Mais là, c'est plus ça. C'est ça. Puis là, je suis ténu. Ça m'écarte. C'est une clémentine. C'est plus deux clémentines. Là, j'ai une belle banane. Elle est belle banane. OK? Elle meurt toute. C'est rare en cibola que là, je peux leur donner une banane au complet. J'ai 57 ans, j'ai commencé ça à 27 ans. C'est la première fois. C'est la première fois. On ne m'a jamais gossé pour les budgets. Des fois, je pouvais exagérer. Macaroni au fromage et du gruyère. Et puis, il y a un directeur qui m'a déjà dit un directeur qui m'a dit, des autres, qui m'a déjà dit que les enfants ne vont pas voir la différence. Excusez.
excusez mon anglais, get the fuck out. Les enfants. Puis là, on parle de coupure, il va encore avoir des coupures. Dans la cuisine. 60 enfants, 24 heures. C'est faisable. C'est faisable, je peux le faire. Mais au lieu de commander mes fruits et mes légumes de chez Pomme d'Api, je vais aller chez Costco. Ben là, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Oh, OK, je vais aller chez Walmart. Canadian Tire. mais comment on peut faire de la bouffe de 60 kilos à 24 heures? C'est pas faisable. On va me descendre, j'ai eu vent qu'on va me descendre à 32 heures. Je peux me débrouiller. OK? Mais est-ce que je vais avoir le temps, comme ça serait une cuisine communautaire, là j'ai beaucoup pas envie, d'aller m'asseoir avec les enfants, d'aller au troisième. Le troisième, de quel âge qu'ils ont au troisième? 0, 2 ans. OK? Aller m'asseoir avec les enfants de 2 ans, avec ma pâte à pizza, ma farine, ma sauce, puis faire des petites pizzas. Pensez-vous que je vais avoir le temps de faire ça à 32 heures semaine? Et vous le savez, c'est quoi? Vous êtes tous là. Fait qu'en anglais, ils disent I'm preaching to the converted. Vous le savez. Puis là, on accepte. Là, je parle. On accepte, puis je suis supposé d'être heureux. Que c'est pas cette année qu'ils vont me couper, c'est l'année prochaine. Yeah! Merci beaucoup. Je vais être moins inquiète pendant l'année. Ils vont l'organiser cette année, par exemple. Ils ont 1 an pour l'organiser. Je travaille au CPE Saint-Édouard, excusez-moi si je vous gêne. Je travaille au CPE Saint-Édouard. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais la boîte à surprise. 2 vieilles garderies. C'était des garderies des rues. Je travaillais à la boîte à surprise. On s'est rendu avec le syndicat. Avec le syndicat, on s'est rendu à Saint-Édouard parce qu'on prenait l'autobus pour aller au zoo de Granby. Y en a-tu qui s'en souviennent de ça? Non, hein? Savez-vous pourquoi qu'on allait au zoo de Granby? Est-ce quelqu'un qui le sait? Non, parce que les gardiens et les gardiennes de zoo gagnaient plus qu'à des gardiennes d'enfants. Ça, c'est vous autres, les gardiennes d'enfants. Puis là, ça va être la même astuce d'affaires. La même affaire. Saint-Félicien, 24 millions. Il y a 2 semaines. La même affaire. Puis là, quand j'ai vu ça sur, tu sais que j'ai vu ça sur Facebook, là, QCPA a accepté. Pardon? J'ai vu ça sur Facebook. Je suis souvent sur Facebook. Pas pendant les heures de travail, là. Ça me touche. Ça me touche parce que vous redevenez des gardiennes. Vous n'êtes que des éducatrices. Chez nous, on n'en a pas et on n'en veut pas des aides éducatrices. Ça, je ne sais pas qui a commencé à négocier ça, avec le syndicat des aides éducatrices. Après CPE, ça se peut. Mais je ne suis pas ici pour parler contre eux. Puis la bouffe, vous le savez, je ne sais pas, il y en a-tu qui voient la différence dans nos nourriture depuis les coupures? Puis le plus gros, puis en fin de compte, je me suis amélioré comme cuisinier quand j'ai découvert des graines et du foin que je ne savais même pas qu'ils existaient. Mais j'ai du vieux monde chez nous. Je suis pas le. Je suis le plus vieux chez nous. Oui, je suis le plus vieux. Il y en a d'autres qui sont pas loin et qui sont habitués de manger du steak et de la viande. Mais là, quand je tape du quinoa avec de l'orge, ça se peut qu'on chicane. Fait que ça touche une clémentine pas deux. Juste ça comme mélange. Puis là, ça va plus loin que juste mes enfants. Parce que c'est mes enfants. Puis là, je vous dis ça, là, puis je regarde dehors, puis j'en vais 3 ou 4 dans ma tête. Là. Il y en a une qui commence. Ça fait 1 an et demi qu'elle est avec nous autres. Là. Puis je le sais qu'elle ne mange pas bien à la maison. Elle ne mange pas bien à la maison, je le sais. Elle nous le dit dans ses propos, on le sait. Puis
la commence à nager tranquillement. C'est quelque chose. L'enfant qui rentre chez nous, c'est pas nécessairement de ma faute, mais l'enfant qui rentre chez nous, qui mangeait quasiment rien, la coriandre, elle aime ça, du thym, elle aime ça. Oui, mais le quinoa rouge n'a pas le même goût que le quinoa blanc. Le quinoa rouge, il y a un petit goût en arrière de noix, de noisette. Mais je ne peux pas l'acheter. Il est trop cher. Puis là, j'ai posté mon budget à date de 950 $ pour l'année. J'ai calculé combien ça me coûtait par enfant par jour. 91. Puis là, on m'a dit, c'est correct, c'est pas la faute de mon administration. On m'a dit de faire attention parce que j'étais over budget de 950. De faire attention où? J'ai acheté des tomates, j'ai acheté du céleri. Le céleri est 4 piastres. OK, laisse faire des tomates et du céleri, j'ai acheté du chou-fleur. Le chou-fleur était 8 piastres. Fait que là, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de céleri, il n'y a plus de chou-fleur. Le brocoli était 4 piastres. What the fuck? Ah, peut-être. Non, je fais attention, on mange bien chez vous, vous viendrez manger. Ça ne dérange pas à 2 piastres l'assiette. Avant qu'il se coupe à 24 heures semaine. Je vais vous laisser là-dessus. Ça va plus loin que juste nos enfants. Ça va plus loin que ça. Là, le brocoli, encore mon brocoli, va sortir bientôt. OK? En même temps que le brocoli du Québec sort, le brocoli du Chili. En même temps, le marché est envahi par le brocoli du Chili. Les cultivateurs québécois ont décidé de mettre un élastique autour du brocoli, comme ça je peux l'identifier. J'aime ça acheter Québec. J'aime ça acheter Québec. OK? Mais le kit de brocoli du Chili va me coûter 2,50 $. Celle du Québec va me coûter 3 piastres. En vous disant ça, je suis encore triste. Je pense que je suis sensible. 1,91 $, qu'est-ce que je vais acheter? Le brocoli est un accent. Je peux pas acheter. Je peux acheter le brocoli du Québec, mais ça va faire encore plus de patente. Je vais juste changer l'élastique d'abord. J'ai déjà vu ça au marché Jean-Talon aussi. Une dame, c'est pas une cultivatrice, c'est une dame qui vend des fruits et des légumes. Elle le faisait elle-même, puis elle vendait son chili. Je pourrais faire ça, mais je pense que j'ai plus intégrité que ça. Les enfants vont s'en rendre compte de toute façon. Je ferais l'accent. Je vais vous laisser là-dessus. À un moment donné, mes enfants étaient en train de manger des pommes. J'ai regardé, j'avais quelqu'un dans la cuisine, il dit « Fuck, encore des pommes! » C'est la 3e fois dans la semaine. Mais je n'étais pas comme ça avant. C'était pas comme ça. C'est différent dans la semaine. J'ai pris le téléphone, j'ai commandé 2 caisses de kaki. Fuck le budget. Merci. C'est comme un choc, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais nous on l'a senti comme ça, c'est un choc. On se fait scier 2 jambes, puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ça? OK, on a un petit coussin pour attendre à l'année prochaine, ça veut dire quoi? Pour une première fois depuis très longtemps, on avait les parents. On a vu des parents qui venaient porter leur enfant, qui repartaient. Non, mais venez faire des chaînes à tous les lundis. On a des comités de mobilisation où tout le monde, tu sais, ça sort, là, juste à l'intérieur on parle de Facebook, on a commencé à se parler entre nous. Des CPE que je ne connaissais pas du tout, des gens que je ne connaissais pas du tout, on s'échange, on se parle. Il y a quelque chose qui s'est créé, puis c'est mon introduction, mais là c'est parce que ça n'a pas de bon sens. J'entends, oui, mais on va apprendre à faire avec pour l'année prochaine. On n'attendra pas. On va faire quelque chose, on va bouger. Je suis désolée. C'est pas en attendant de faire avec ce qu'on va se faire couper. On va se mobiliser. OK,
ça nous donne peut-être le temps. Non, en fait, ça nous a coupé 2 jambes, puis là, on ne sait pas quoi faire avec ça. Mais je pense que dans chacun de nos milieux, il va falloir vraiment, vraiment repartir. On va leur repartir, puis remobiliser les parents, peut-être différemment. Et oui, c'est sûr, on est dans une soirée de réflexion, il va falloir réfléchir à comment on veut transformer tout ça. Peut-être qu'il va y avoir des choses qu'on va devoir faire différemment, mais c'est pas vrai qu'on va couper sur la qualité des services. Là, on a parlé de chiffres, on a parlé de tout ça. Moi, je suis éducatrice. Il y en a plein d'éducateurs. On travaille tous dans les lieux, mais c'est à la base avec les enfants. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Le contact avec les enfants, ça se coupe pas. Le ratio, on parle de ratio, c'est bon dans les papiers, dans les textes. C'est plus tout à fait ça. Je veux dire, on finit nos journées. Les postes qui vont se couper, vous parliez de 900 postes qui vont se couper dans le réseau. Mais non, juste à Montréal. Juste à Montréal. Oui, oui. Je veux dire, c'est du temps, c'est des ratios qui se suivront pas. C'est une qualité de service. En tout cas, je vais me calmer parce que je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Parce que c'est vraiment choquant tout ce qui se passe. Puis là, ça nous a comme coupé notre énergie, notre envolée vers tout ça. Là. Pour une fois, on se mobilisait tout le monde. Puis j'espère que ça va continuer et qu'on ne va pas lâcher. Ça, c'est un peu mon introduction. Je vous amène un petit côté ludique aussi. CPE Rosemonde, vous avez peut-être vu nos 5 vous irez les voir, vous irez les voir. Ça amène différents sujets comme ça, mais qui sont très réels dans nos milieux. Puis aujourd'hui, je pourrais vous parler de plein de trucs sur le terrain. Avec les enfants, au niveau de la communication avec les parents. Quand on parle de coupure, on va couper le lien qu'il y a avec les parents. On n'aura plus le temps de prendre le temps de jaser, de prendre le coup. Quand un matin qui part mal là, à la maison, c'est important de le savoir pour être capable de faire notre journée, puis de bien la rouler, puis d'aider l'enfant à grandir là-dedans, à se sentir. Mais on soutient les parents aussi, tu sais, une petite tape dans le dos le matin pour les encourager. C'est aussi ça notre job. Tu sais, oui, il y a tout le côté éducatif, puis ça, je le néglige pas du tout. On le connaît, on a vu les répercussions, puis tout ça, mais il y a aussi le côté qui est humain dans notre job. Puis l'argent, c'est ça que ça va venir couper, c'est le côté humain. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'on se bat. Oui, comme dans les écoles, il n'y a plus de contact. Combien de services de garde, on voit la personne qui est à la porte, puis qui fait 1-2, 1-2, puis qui l'appelle. Ben, c'est pas vrai qu'on va être rendu là. Mais c'est comme ça qu'il faut se battre. Puis moi, la seule affaire que j'aurais à vous dire dans tout ça, c'est on s'est fait secouer avec l'acceptation. Ça nous donne 1 an, là, mais il ne faut pas commencer au mois de février ou au mois de janvier là, de l'année prochaine, parce que ça a été long avant qu'on s'y mette. On est dedans, on a nos réseaux de fêtes, lâchons-nous pas, puis on continue à se battre, puis à faire tomber ça, ces compressions-là. Faut la gagner. Pour la gagner, oui, c'est ça. C'est pas une question d'essayer d'avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Pour la gagner. C'est un point, c'est tout. C'est notre avenir. Et voilà, je ne sais pas quoi.